Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous serons dans quelques instants avec Charles Leclerc. L'écurie Ferrari vient de présenter sa nouvelle monoplace. Nous verrons avec le pilote monégasque comment devrait se positionner le cheval cabré par rapport à ses concurrents. Charles Leclerc nous expliquera également ce que va changer le nouveau règlement à peine plus d'un mois du début du championnat et plein d'autres choses encore. Restez avec nous. En basket, Monaco s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. C'était hier, salle Gaston Médecin face au Mans. Un match sérieux de la part de la Roca Team. Nous reviendrons sur cette rencontre. Nous retournerons une dernière fois en Chine où les JO touchent bientôt à leur fin. Nous vous ferons vivre de l'intérieur avec nos envoyés spéciaux le dispositif sanitaire mis en place et vous allez le voir, un dispositif robotisé. Toujours à des milliers de kilomètres de Monaco, l'exposition universelle de Dubaï. Une exposition qui se clôturera le 31 mars. Nous serons en plateau avec le commissaire général du pavillon Monaco, Albert Croisi. Il reviendra sur 5 mois d'aventure dans les Émirats arabes. Et enfin, début d'une série de reportages consacrés à ce que l'on appelle la seconde main. La mission pour la transition énergétique a lancé une carte interactive le 10 février, listant les différents commerçants proposant des réparations ou, comme je l'ai dit, de la seconde main. L'objectif est de sensibiliser à la réduction des déchets. Aujourd'hui, nous serons dans l'univers du textile. Il représente dignement les couleurs de la principauté à travers le monde. Il a fait jouer l'hymne monégasque à plusieurs reprises dans la compétition la plus prestigieuse du sport automobile, la F1. Il nous fait régulièrement vibrer et il est avec nous. Charles Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de présenter la monoplace dans laquelle vous serez cette année. Qu'est-ce qu'elle a de plus que l'année dernière ? De plus, je sais pas. En tout cas, elle a quelques kilos en plus. Elle est très très différente parce que le règlement a complètement changé cette année comparé à celui de l'année dernière. Donc c'est vraiment une révolution dans le monde de la Formule 1. Mais bon voilà, je considère qu'on a vraiment bien travaillé avec le team. C'est un travail depuis maintenant presque 2 ans. Et voilà, c'est un moment, c'est sûr, très excitant de enfin révéler la voiture au monde entier. Et demain, la première fois, je roulerai dans cette voiture. Donc j'ai hâte. Justement, en quelques mots, faites-nous un cours. La F1 pour les nuls, qu'est-ce que ça change ce règlement ? Ça remet les cartes sur table en termes de concurrence ? Alors le changement de règlement a été fait pour une chose en particulier, c'est surtout de pouvoir, pendant les courses, la voiture de derrière suivre la voiture de devant plus facilement. Donc il y a eu un grand changement aérodynamique, avec des pneus aussi qui ont changé, qui sont maintenant plus grands, des 18 pouces. Donc voilà, et un look plus agressif et plus futuriste en général. Quels sont vos objectifs cette année et sont-ils réalisables avec cette monoplace ? Mes objectifs, alors mon rêve, ce serait bien sûr d'être champion du monde à la fin de cette année. Après, réalistiquement, on sait très bien d'où on vient. 2020 a été une année très compliquée pour le team. 2021, c'était un petit peu mieux. C'était de mieux en mieux. Et 2022, c'est une réelle opportunité parce qu'encore une fois, avec tout ce changement de règlement, on part un petit peu d'une feuille blanche. Et donc, du coup, c'est l'opportunité pour nous de repasser aux avant-gardes en Formule 1. Donc, j'espère que ce sera le cas et que le travail paiera. Mais bon, il reste à prouver tout ça. Donc oui, l'objectif, c'est clairement de pouvoir se rebattre pour des victoires en 2022. On revient sur la saison dernière. Quel est votre meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, je dirais le podium à Silverstone était un très bon souvenir. Après, la pole à Monaco était un super bon souvenir. Mais bon, vu ce qui s'est passé le dimanche, c'est vrai que ça me fait oublier un petit peu le samedi. J'allais justement vous demander quel était votre pire souvenir et j'imaginais que c'était Monaco, justement. Eh oui, malheureusement, c'est ça. Et comment, psychologiquement, justement, on arrive à se remettre d'une telle situation ? Vous êtes à la maison comme ça, vous faites la pole et vous ne pouvez pas participer le lendemain au Grand Prix ? C'est sûr que c'est compliqué, hein, surtout à la maison. Encore une fois, à Monaco, c'est un circuit tellement mythique pour nous les pilotes de réussir à faire ce tour parfait. Enfin, un tour est jamais parfait, mais en tout cas le plus proche de ce qu'on estime le tour parfait. Et ensuite de se retrouver sur la grille le dimanche et de pas pouvoir faire la course, c'est compliqué. Mais bon, après ça fait partie du sport auto. Depuis que je suis petit, je suis dans ce sport. Je sais que ces choses-là peuvent arriver. Et voilà, faut passer outre. On essaie de penser à autre chose. Votre duo avec Carlos Sainz, on a l'impression que vous formez un beau couple. Je me trompe ? Non, oui, c'est bien dit. On s'entend super bien, en tout cas, en dehors de la voiture,
on travaille super bien ensemble pour essayer d'aider Ferrari justement à réussir cet objectif de se rebattre pour le championnat. Et après, voilà, c'est clair que quand on met le casque, on est deux compétiteurs. J'ai envie de le battre autant qu'il a envie de me battre, mais on essaie de travailler ensemble un maximum pour essayer de ramener Ferrari aux avant-gardes. Ce sont les Jeux Olympiques. Vous avez suivi la performance des bobeurs monégasques ? Bien sûr. J'ai pas suivi en détail parce que mes 2 dernières semaines ont été assez chargées justement en préparant la journée d'aujourd'hui. Mais bon, j'ai suivi de loin et c'est juste exceptionnel. Je suis tellement content parce que le pays le mérite. Je pense qu'il nous donne des valeurs qui aujourd'hui mettent dans le sport, et je suis sûr qu'ils ont inculqué ces valeurs de la même façon au team de Monaco du bobsleigh. Dernière question, ça fait plaisir, j'imagine, vous en F1 chez Ferrari, votre frère qui marche très bien en F3, les deux bobeurs monégasques au plus haut niveau, votre pote Hugo Mikhalev, boxeur pro, le sport monégasque se porte bien. Exactement, et oui, j'ai bien sûr mon meilleur ami aussi qui fait de la boxe, ça se passe super bien pour lui, et il le mérite parce qu'il fait beaucoup de sacrifices. Vous savez, souvent on voit les sportifs, on a une vie de rêve, c'est vrai, mais après derrière il y a aussi beaucoup de travail, et ça je le vois avec Hugo, et il donne absolument tout pour réussir, et donc c'est beau de le voir réussir. Pour mon petit frère, pareil, je suis tellement heureux, il n'a pas eu exactement la même chance que moi d'avoir une carrière continue. On a dû arrêter pour des raisons financières à un certain moment de sa carrière. Il a repris, et pour l'instant ça marche super bien pour lui. Il est dans la grande famille de Ferrari aussi, en faisant partie de la Ferrari Drivers Academy, et je lui souhaite tout le meilleur. Normalement ce week-end ce sera son dernier week-end de course pour le championnat Asie de la Formule 3, et si tout se passe bien, il est bien parti pour gagner. Donc voilà, je croise les doigts et j'espère qu'il réussira à conclure ce week-end. C'était donc la présentation de la monoplace de chez Ferrari. Les essais auront lieu dès la semaine prochaine, et le premier Grand Prix que l'on attend avec impatience le 20 mars à Bahreïn. On est derrière vous, Charles Leclerc. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. On passe à un sujet d'ailleurs qui vous intéresse, Charles, parce que je sais que vous les soutenez. Les joueurs de la Roca Team, eh bien, face au Mans, les Monégasques ont été sérieux pour rallier sereinement les quarts de finale de la Coupe de France de basket. Résumé de la rencontre avec Yannick de Beuvert. Après 2 défaites consécutives frustrantes, Monaco se relève. Ce mercredi soir, Gaston Médecin et les téléspectateurs de MCS Basket ont pu vibrer entre actions spectaculaires et belle défense. Pour ce match de Coupe de France, Obradovic a fait tourner son effectif qui n'a pas perdu en qualité. Le début de match est brouillon de la part des deux équipes qui se rendent coup pour coup. Dwayne Bacon attaque très bien la rencontre avec des pénétrations qui font mal au Manceau. La différence se fera dans le deuxième quart-temps où Monaco passe un 13-2 à son adversaire, initié par un Brock Motum très propre, auteur de 18 points, et agrémenté d'une touche de spectacle signée Dante Hall, symbole d'une outrageuse domination dans le secteur intérieur. Le pivot américain compile 15 points et 16 rebonds. À la mi-temps, Monaco est largement en tête 51-37. Cet écart de 14 points sera maintenu dans le troisième quart-temps où Monaco va gérer son avance. Terry Tarpey tente de ramener son équipe au contact avec 2 tirs longue distance de suite, mais l'Australien Brock Motum est en feu dans ce match et rentre un nouveau 3 points. Dans les 10 dernières minutes, le souffle du Mans vient chatouiller la nuque des Monégasques. Les visiteurs passent un 10-2 à la Roca Team qui se remobilise tout de suite après grâce à Paris Lee sur ce shoot, et puis Dante Hall, le marsupilami qui peut attraper le ballon à n'importe quelle hauteur. Monaco termine bien sa rencontre pour l'emporter finalement avec 16 points d'écart, 92-76. Quand tout le monde apporte sa pierre, quand tout le monde est impliqué dans le match, c'est sûr que quand tout le monde est satisfait, on va dire, c'est là où ça fait le plus plaisir. Et je pense que les joueurs comme les fans ce soir ont pris beaucoup de plaisir avec de très belles actions, j'imagine. C'est vrai qu'on a maintenant à suivre un calendrier monstrueux, avec peut-être potentiellement 4 matchs en 5 jours au milieu mars. Donc voilà, il fallait se rassurer, il fallait aussi que des joueurs qui ont moins joué performent ce soir, et c'est ce qu'ils ont fait extrêmement bien. Voilà, c'est bien pour la suite. Avant cet épisode mi-mars, la Roca Team va chercher à enchaîner à Gravelines ce samedi avant la réception de Kazan, mardi, pour le match en retard de la 20e journée d'Euroleague.
Et toujours concernant cette Coupe de France, le tirage au sort aura lieu demain. Les quarts de finale se dérouleront sur un week-end, les 26 et 27 mars, à Trélazé, du côté d'Angers. Alors que les Jeux Olympiques touchent bientôt à leur terme, nous nous sommes intéressés ce soir non pas à l'aspect sportif, mais au dispositif sanitaire mis en place. Toutes les personnes accréditées vivent actuellement cet événement sous une bulle sanitaire. Émilie Rousseau, vous êtes actuellement en Chine. Certaines mesures ressemblent à celles déjà existantes lors des Jeux de Tokyo cet été, mais d'autres ne cessent de vous étonner. Oui, il y a des mesures dont nous avons désormais l'habitude. Je pense par exemple au test PCR quotidien ou le fait de déjeuner seul à sa table séparée par une vitre. Et puis il y a des mesures, ou plutôt des installations ou des scènes de vie qui peuvent paraître beaucoup plus surprenantes, aperçues dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. Le ton avait été donné dès notre arrivée sur le sol chinois. Des bénévoles masqués, visière sur la tête, vêtus d'une blouse et de surchaussures. Une manière de nous souhaiter la bienvenue dans la bulle sanitaire des Jeux Olympiques. Une bulle que nous pourrons quitter que le jour de notre retour à Monaco. Dans sa politique zéro Covid, la Chine a fait appel à un domaine qu'elle domine, la technologie. Dans cet hôtel, par exemple, ce sont des robots qui purifient l'air, qui se chargent du room service ou qui désinfectent les surfaces. Un brin étonnant. C'est vrai que c'est un peu futuriste, on a l'impression d'être dans un film un peu tout le temps, mais sinon ça va encore, on s'habitue vite quand même. Au bout de quelques jours, on est déjà habitué. Et pour trouver encore plus surprenant, nous avons décidé de quitter Yanqing où nous logeons pour rejoindre Beijing. Seuls les transports officiels nous permettent de quitter notre hôtel car comme vous le voyez derrière moi, tout est barricadé. Nous avons donc emprunté le train à grande vitesse mis en place spécialement pour les Jeux. Il nous amène directement à la capitale. Des wagons y sont réservés pour les personnes accréditées. Ceci afin de ne pas se mêler à la population chinoise. Ils sont ensuite entièrement désinfectés après chaque rotation par un employé. Sa tenue nous rappelle d'ailleurs étrangement le film SOS Fantôme. Après 1 heure de trajet sur les routes enneigées de Beijing, nous arrivons au restaurant qui accueille les journalistes du monde entier. Ici, pas de cuisinier, tout est automatisé. Plus surprenant encore, les plats tombent presque du ciel. Ils sont livrés juste au-dessus de notre table, un système digne d'un scénario d'un film de science-fiction. C'est assurément l'expérience la plus futuriste de notre séjour à Beijing. À côté, cette scène de 2 femmes qui se désinfectent devant la gare ou celle du personnel de notre hôtel affublé de leurs combinaisons collectant les ordures sont presque anecdotiques. Il n'y a rien à dire, ces Jeux Olympiques sont tout simplement uniques. Des jeux uniques qu'ont pu vous faire vivre Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni. Nous retrouvons Julia Vial pour un tour complet de l'actualité avec des bornes pour véhicules électriques Made in Monaco qui ont été installées sur des parkings Noroto. Bonsoir Julia. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. 120 bornes vont effectivement être installées dans 43 centres auto. C'est la société monégasque de l'électricité et du gaz qui a noué un partenariat avec Noroto pour déployer ce réseau important de bornes de recharge ultra rapides. Ces dernières seront accessibles pour tous par le biais de l'application MyFzen ou en paiement direct par carte bancaire. On poursuit avec une information pratique, avec le tunnel Régnier 3 qui est fermé la nuit. Depuis le 7 février jusqu'au 5 mars précisément, les services de l'État monégasque procèdent à des travaux annuels de maintenance des équipements du tunnel Régnier 3. La circulation est coupée donc toutes les nuits de 21h30 à 6h du matin. Prenez donc vos dispositions Fabien pour ne pas vous retrouver bloqué. Vendredi et samedi, 2 soirées cinéma et débat sont prévues sur notre antenne, sur votre antenne, autour du pape Pie XII. Rendez-vous effectivement ce vendredi à 21h pour la première partie du film intitulé Pie XII sous le ciel de Rome. La deuxième partie sera diffusée, elle, le lendemain, le samedi aussi à 21h. Ce film sera suivi d'un débat en collaboration avec le diocèse. 2 spécialistes, l'un de la papauté et l'autre du fascisme, débattront ensemble sur le pontificat de Pie XII qui durera près de 19 ans. Merci Julien, on vous retrouve un peu plus tard pour la suite de l'actualité en bref. Plus de 192 pays sont représentés depuis environ 5 mois sur un même site. Je veux parler de l'exposition universelle de Dubaï que l'on appelle, même si elle ne s'est pas déroulée l'année prévue, Dubaï 2020. Il est exceptionnellement en principauté. Et il est avec nous, le commissaire général du pavillon Monaco.
Albert Croisi, bonsoir. Bonsoir Fabien. Après 5 mois d'exposition, comment vous portez-vous? Vous êtes sur les rotules, vous êtes en pleine forme, comment allez-vous? Non, je suis en pleine forme, avec quand même un peu de hâte de revenir en principauté. C'est quand même une période un peu longue pour être loin du pays, bien sûr. Mais ravi d'avoir vécu cette expérience. Quels ont été les moments forts de cette exposition universelle pour vous, pour le pavillon? Le moment le plus fort, bien évidemment, ça a été la journée nationale, le 13 novembre, où nous avons eu le privilège de recevoir le prince souverain, la princesse Stéphanie, sa sœur, le ministre d'État et beaucoup d'autorités du pays. Et en fait, les Dubaïotes ont beaucoup apprécié la venue d'une telle délégation gouvernementale et princière. Donc ils ont répondu eux aussi présents à l'invitation qui leur avait été adressée. Avec le spectacle des ballets de l'orchestre du Prince et puis du Monte Carlo Festival, ça a quand même été une journée que l'on peut citer d'exceptionnelle. Un mot sur la fréquentation, est-ce que l'on est dans les objectifs, même si ce n'est pas encore terminé? On est dans le pourcentage espéré. Voilà, plus qu'un visitorat total, nous fixons le visitorat de l'expo et nous essayons, enfin nous espérons, parce qu'en fait on ne peut pas faire grand-chose, on ouvre les portes et puis on attend qu'ils viennent. Et nous sommes aujourd'hui à 4,5%, donc un pourcentage important pour un petit pays comme Monaco, mais ce qui représente quand même quasiment 500 000 entrées à ce jour. C'est pas mal. Quel est le retour concernant les visiteurs? Qu'est-ce qu'ont pensé les visiteurs du pavillon? Surpris. Surpris parce qu'ils s'attendent toujours à voir parler du Grand Prix de Monaco, du Palais, bien évidemment. Et quand ils arrivent au pavillon et qu'ils sont accueillis par d'énormes pingouins, manchots, ils se disent qu'est-ce que ça fait à Monaco. Mais nous, ça nous donne l'occasion de parler qu'à Monaco, il y a aussi autre chose que ce qui est mondialement connu, la science, la culture, les études qui sont faites par le science scientifique. Ça les interpelle et ils découvrent Monaco sous un autre aspect. Voilà, en disant, ah bon, il y a ça aussi. Voilà, et c'était vraiment le but, avec l'appellation Monaco 360, de monter les 360 facettes, et peut-être bien plus même, de la principauté de Monaco. Donc il y a la surprise, l'étonnement, mais surtout la découverte, et c'est ce qui me plaît dans le thème qui a été développé. Et quelle sera l'actualité de ces 43 derniers jours? Parce qu'il reste 43 jours là pour l'exposition, oui, concernant le pavillon. Oui, 43 jours, mais 43 jours bien chargés. Ouais. Je repars précisément pour accueillir jeudi prochain le centre cardio-thoracique de Monaco, avec le directeur, M. Nervaux, et des chirurgiens, comme le docteur Chivaya, le docteur Ecker, qui vont eux aussi rencontrer là-bas sur place des homologues, des cardiologues de Dubaï, mais même d'Abu Dhabi. Nous devrions recevoir également notre conseiller ministre de l'Intérieur, M. Celario, accompagné du directeur de la Sûreté publique, qui viennent également pour rencontrer les autorités d'Interpol qui sont établies à Dubaï. Nous attendons 35 élèves de FANB et de la DENJS qui viennent pour faire des travaux avec une école de Dubaï avec qui nous avons passé un jumelage. Nous attendons également l'école Bosio, avec les étudiants en art qui vont découvrir le pavillon et les scénographies de divers autres pavillons. Voilà, ça va être assez chargé. On a 45 jours, 44 jours où on ne va pas s'ennuyer. On est en droit de se poser la question parce que ça a un coût. Quel est l'intérêt pour un pays comme Monaco de participer à ce type d'événement? Et ça n'a d'intérêt que si nous nous donnons la peine de nous déplacer, d'aller à la rencontre de nos hôtes pour qu'ils nous découvrent tel qu'on est et non pas tel qu'ils nous pensent. Là, je pense que sur cette expo, sur les 4 mois et demi qui viennent de passer, il y a quand même eu la signature d'un accord d'ETA par monsieur le conseiller de gouvernement, monsieur Jean Castellini. Il y a eu un jumelage avec des écoles de Dubaï. Les 2 éducations nationales sont désormais en rapport, il va y avoir des échanges. Tout dernièrement, le secrétaire d'État à la Justice est venu pour signer un projet d'entente d'échange d'informations judiciaires, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Monsieur Didier Gamerlinger, le conseiller de gouvernement pour la santé et les affaires sociales, a également signé un accord avec l'Institut de Health Dubai Authority. Donc voilà, dans ce sens-là, on peut dire oui, on a investi de l'argent, Monaco est présent, Monaco se découvre, et Monaco a été dans une partie du monde où nous n'allions pas forcément. Tout le monde connaît Dubaï, les Dubaïotes connaissaient Monaco, bien sûr, mais
peut-être pas tel qu'il faut le connaître. Donc voilà, je pense que ces 4 mois auront servi pour le moins à ce que nos autorités, le gouvernement monégasque, fassent acte de présence à Dubaï et soient reçus et reconnus par les autorités dubaïotes. De ce point de vue-là, je suis assez content de l'avoir fait, au-delà de 500 000 visiteurs quasiment qui auront pu voir le pavillon, découvrir d'autres facettes et en parler à leur tour à d'autres personnes. Non, je pense que ce n'est pas inutile, la dépense est certes importante. Ramener au nombre de visiteurs, ça reste dans le domaine du raisonnable. Et puis une expo n'a lieu que tous les 5 ans, donc un budget qui est discuté de temps en temps en disant il est élevé, mais il faut le considérer par 5e, puisque la prochaine fois ce sera Osaka, c'est en 2025. Nous n'avons pas encore le détail du budget précis qui sera alloué à cette exposition. Je pense que c'est selon ce qu'on fait de notre pavillon, ça vaut plus ou moins le coup, mais je pense que ça vaut surtout le coup d'y être, d'en être. Et vous avez déjà la tête tournée, le regard tourné vers la prochaine expo du coup? Oui, avec un an de moins pour y réfléchir, puisque le report de Dubaï de 2020 à 2021 nous prive d'une année de travail, de réflexion, de travail pour préparer Osaka, qui débutera au mois de mai 2025. Donc nous sommes maintenant plus qu'à 3 ans et demi. Osaka, les choses se précipitent, mais on va tout d'abord finir Dubaï et ensuite s'occuper un petit peu plus de Osaka. Albert Coisy, merci. Merci beaucoup. Je le rappelle, le thème de cette exposition universelle est « Connecter les esprits, créer l'avenir ». Et un service du gouvernement qui crée l'avenir, c'est bien la MTE, la mission pour la transition énergétique, qui a lancé une carte interactive le 10 février, listant les différents commerçants proposant des réparations ou de la seconde main. L'objectif est de sensibiliser à la réduction des déchets. Un reportage de Dorine Jarnias et Thomas Deus. Dans la boutique d'Annie, depuis qu'elle a repris il y a 6 ans, la demande de réparation ne cesse d'augmenter. Pour beaucoup, les gens viennent pour faire réparer leurs vêtements. Parce qu'il y a une fermeture éclair qui est cassée, parce qu'il y a un trou dans un pull, parce que ça s'est déchiré parce que c'est accroché à la porte. Et les vêtements sont encore de bonne qualité, ils sont encore bien, ils sont quasiment neufs. Et donc du coup, on essaye de trouver une solution pour que ce soit le plus discret possible et on répare pour qu'ils puissent avoir une longueur de vie, le vêtement a une longueur de vie un peu plus longue quoi en fait. Dans cette autre boutique, c'est de la seconde main uniquement. Une solution économique et écologique pour les personnes souhaitant acquérir des produits de luxe. Complètement écologique parce que ce qui a déjà été fait, on n'a plus besoin de le refaire. Ça fait tourner la marchandise. Au niveau du prix, on a des femmes intelligentes qui viennent ici. Au lieu que de venir l'acheter dans un magasin neuf, au moins de venir regarder qu'est-ce qu'il y a. Parce que c'est vraiment très intéressant. 2 solutions qui permettent de donner une nouvelle vie aux vêtements et ainsi agir pour l'environnement. Dans les prochains jours, nous vous proposerons un autre reportage, toujours concernant la seconde main, avec pour angle la réparation d'objets et d'électroménagers. C'est à vous, Julia, pour la suite de l'actualité. L'événement traditionnel organisé par l'AS Monaco Danse Sportive, le Trophée du Rocher, se tiendra en principauté à l'espace Léo Ferré. La compétition aura lieu ce samedi 19 février avec au programme des épreuves de danse sportive, latine et standard. Les spectateurs profiteront du spectacle proposé sur de la samba, du cha-cha-cha, de la rumba ou encore du paso doble. La valse, le tango ou le foxtrot seront également à l'honneur. Des couples italiens et d'autres venus de la France entière vont s'affronter tout au long de la journée pour espérer atteindre la grande finale. Bonne chance et bonne danse à eux. Je ne sais pas s'ils maîtrisent le cha-cha-cha ou le paso doble, mais le rappeur MC Solar remonte sur scène et livrera une prestation inédite le 24 juin prochain. Et oui, il se produira au Grimaldi Forum entouré de The New Big Bang Project. À partir de la récente réédition à succès de ces 3 albums mythiques qui sèment le vent, récolte le tempo, Pros Combat et Paradisiaque, MC Solar veut offrir au public un spectacle original et nouveau. Il sera donc présent à la Salle des Princes le 24 juin à 20h30. Vous pouvez Fabien, d'ores et déjà réserver vos places sur le site internet du Grimaldi Forum. Vous nous dévoilez, Julia, le programme de la bibliothèque Princesse Caroline. Demain, vous pourrez emmener vos enfants dès 6 ans aux ateliers d'hiver. Ils auront lieu de 14h30 à 17h et s'intitulent « De timide à tigre ». Le but de cette session est d'offrir un moment zen et créatif aux petits à travers une activité associant dessin, peinture et bien-être. Ce samedi 19 février, la bibliothèque propose un atelier pour adultes, cette fois-ci de musique traditionnelle à partir de 13h30.
suivante. Il est ouvert à tous les instruments, sauf ceux à embouchure, en raison évidemment des mesures sanitaires en vigueur. Vous allez nous donner des nouvelles du soleil pour la météo de ce vendredi 18 janvier. Des nouvelles, Fabien, du soleil et de la douceur, car il fera encore très bon demain. Les températures seront comprises entre 10 et 15 degrés. Le ciel sera bleu et nous gagnerons aussi quelques minutes de soleil pour notre plus grand plaisir, puisqu'il se couchera à 18h04 précisément. Demain sera la Sainte Bernadette. Très bonne fête à elle. Bernadette Soubirous, qui, vous le savez, aurait eu des apparitions de la Vierge du côté de Lourdes au 19e siècle. C'est une tradition, on se quitte avec les instantanés du jour. Notre photographe Stéphane Dana est allé à l'Académie de danse Princesse Grace, une académie qui vient de remporter pour la 4e fois la médaille d'or du prix de Lausanne début février. L'occasion pour nous de vous donner rendez-vous demain vendredi 19h pour un nouveau JT où un Focus Info sera consacré à cette école Made in Monaco. Alexandra Pani nous amènera dans les coulisses de cet établissement qui fait figure de référence dans le milieu de la danse. Merci pour votre fidélité. On se retrouve avec un grand plaisir demain à 19h donc. Bonne soirée sur Monaco Info.